Je fais cette vidéo pour les 2-3-4 personnes qui s'intéressent un peu à mes petites vidéos qui ne sont pas sur l'islam, qui sont sur la science, en particulier le Big Bang, la théorie quantique et la relativité. Mais bon, c'est un paradigme assez spécial puisque j'essaye à chaque fois de faire des vidéos qui suggèrent, parce que je ne vais pas me faire d'illusions, hein, je me doute bien que les gens sur une vidéo ils ne comprennent pas, mais qui déplace un peu le paradigme de la vulgarisation vers le déductif. Hein, j'insiste à chaque fois, le déductif, même si c'est très vague dans la tête des gens ce que veut dire déduire. En réalité c'est très simple, c'est parce que c'est trop simple que les gens ont du mal, le cerveau humain, enfin en tout cas les non-mathématiciens, ont du mal à comprendre à quel point, en fait, dès que vous dites quelque chose, c'est supposé, ça fait partie des axiomes. Y compris un donc dans un raisonnement, ce qui donne une sécurisation certes totale et absolue aux maths, mais qui va du coup les préjuger vides quand on connaît la règle du jeu, la définition, et du coup le cerveau se dit on ne peut pas découvrir des trucs avec ça. Il se trouve que la surprise que personne n'explique, c'est que si, on peut. Mais c'était pas évident, hein, dire 2 égale 2, et déjà remiser, enfin découvrir que le statut de 2 plus 2 égale 4 est un statut qui contient des axiomes, pas seulement des définitions mais des axiomes, et des axiomes assez profonds, hein, comme l'associativité de l'addition. Voilà, bon, bref, c'est pour ça que je me fais aucune illusion sur le fait que si on voulait faire un travail, il faudrait vraiment un investissement, quasiment une reformation, une déconstruction des collèges et lycées français et même internationaux, avec une réintroduction, un déplacement vers le déductif, puisqu'aujourd'hui on est vers l'apprentissage de savoir tout cuit, et ça pose des soucis. Concernant, donc j'ai déjà souvent dit que le Big Bang était faux, c'est même pas faux, c'est une vue de l'esprit, une façon de vulgariser un modèle dans lequel il y a une singularité initiale, hein, donc voilà, vous dites, quand vous expliquez ça aux gens, vous dites la densité était infinie, et à partir de là, la densité dans le passé était infinie à cause de l'expansion, donc si vous rebroussez le temps, si vous remontez le temps, l'expansion, ça devient que tout se réunit au même endroit, et vous pouvez plus, les maths s'arrêtent. La théorie quantique essaie de prendre le relais, il y a un énorme travail avec des milliards investis. Ce que je suis en train de raconter là, c'est des milliards investis dans des labos scientifiques divers et variés, avec les télescopes, avec le CERN, etc. Là, c'est pour ça que j'ai fait cette image, parce que je voudrais faire comprendre un petit quelque chose qui est rigolo, qui est assez simple à comprendre. Là, donc j'ai déjà dit comment avait fonctionné la découverte de la relativité restreinte. C'est un affaiblissement, et donc un énorme progrès, puisqu'on a retiré un axiome sans en ajouter. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin d'un axiome, puisqu'on pouvait mesurer la vitesse de la causalité, et qu'il s'est trouvé que cette vitesse de la causalité, au regard de nos instruments de mesure, elle est mesurée à 300 000 km/s, et non pas à l'infini. Bon, mais au niveau de la façon de faire des maths avec ça, c'est une révolution, c'était une révolution majeure. Je vais associer cette vidéo à une autre vidéo spectacle d'un mec bon bref, j'aime bien la voix synthétique qu'il a mis, et voilà, donc je fais toujours 2 vidéos, enfin une de moi qui commente et qui est ennuyeuse, et puis un mec qui amuse la galerie avec de la vulgarisation grand public, mais assez sérieux, hein. Enfin en tout cas assez sérieux à côté des discours religieux qu'on peut entendre aussi sur les réseaux sociaux. Donc on a retiré, on a dit que ça avait, alors on n'a pas retiré tous les axiomes, on a retiré un axiome que ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui parle d'un événement qu'il ne vit pas, qui se trouve ailleurs, hein, qui est ailleurs dans l'espace, ça n'a pas de sens que cette même personne donne une date à l'événement. Voilà, on a retiré un axiome qui dit qu'il y a un temps absolu, qui est le même pour tout le monde, mais on a gardé un axiome comme quoi il y a un temps pour chaque personne, pour chaque objet, chaque entité physique, ponctuelle, ok, sans extension spatiale. Et bon, alors c'est une idéalisation parce qu'on ne connaît pas, hein, les points, un point c'est une idéalisation, hein, mais voilà, chaque point vit à son temps. Et il se trouve qu'avec on a des horloges qu'on peut considérer comme presque absolues, donc on va mathématiser, on va fantasmer l'idée d'une horloge absolue, ce qui fait qu'entre 2 événements A et B, alors ce que j'appelle un événement, c'est une adresse d'événement en fait, c'est-à-dire que c'est un truc qui se passe, c'est un flash qui a lieu à un endroit, à un moment. Voilà, il n'a pas de durée de vie et il n'a pas d'extension spatiale. Et entre 2 événements A et B, on ne peut parler que du temps qui s'écoule pour une horloge parfaite fournie par la nature, si vous voulez, le prototype idéal retenu conventionnel d'horloge parfaite, qui voit les 2 événements, qui vit les 2 événements. Donc ça veut dire qu'au moment où l'événement A survient, elle est au même endroit que A, hein, c'est pas une horloge qui est loin de A, elle est au même endroit que A, et au moment où l'événement B survient, elle est au même endroit que B. Donc pour quelqu'un qui verrait, il y a des gens qui vont voir l'horloge immobile, d'autres qui vont la voir se déplacer, en tout cas, ce qui a un sens, c'est que le temps, c'est ce qu'on appelle le temps propre, qui s'écoule entre ces 2 événements. Et il se trouve
Et donc ça, on a dit ça, on a dit ça a un sens. On fait des déductions, blablabla, on fait des calculs de maths, on met tout ça en forme. C'est-à-dire que c'est un espace, enfin c'est un ensemble muni d'une structure de trucs qui ressemble à ce qu'on appelle une application de E2 dans quelque chose. Hein. Donc au départ, les gens vont penser dans R, dans l'ensemble des nombres réels, qui a deux événements associés à nombre. Ok. Alors, on a gardé ça, sauf qu'au lieu de prendre R, on a pris C, l'ensemble des nombres complexes. Et on s'en est pas aperçu. Enfin, on a pris C, mais sans vraiment le dire au départ. C'était un peu le bordel. Et le fait est qu'on peut faire des déductions, parce que ce soit R ou C, quand vous écrivez des calculs algébriques, vous mettez des lettres. Alors vous savez que ce soit un nombre réel ou un nombre complexe, on s'en fout. Donc on a des déductions, on a des axiomes, on fait une grosse tambouille avec tout ça, et on arrive au fait que, même sans aller vite, on peut mesurer la vitesse de causalité en mesurant ce qu'on appelle le temps propre entre les événements. Donc, et là, surprise, la vitesse de la causalité n'est pas infinie. Alors en fait, elle est infinie, puisque c'est la vitesse qu'il suffit de dépasser pour monter dans le temps, mais, et donc, si vous faites du projectif que vous ramenez à de la fine, vous êtes obligé de le considérer comme infini, mais dans les calculs, on ne sait pas, enfin on saurait, mais il faudrait 50 ans, ça n'intéresse personne, ce n'est pas rémunérateur, mathématiser ça en vitesse de la causalité infinie, et on tord le reste pour en parler mathématiquement. Donc on l'a à 300 000 km/s, et on est passé dans les espaces de Minkowski au lieu d'être dans Newton. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a simplifié les calculs et ramené les unités, on considère que l'unité de distance et l'unité de temps font que la vitesse de la causalité vaut 1, on se retrouve avec en fait un théorème de Pythagore, enfin l'énoncé d'un théorème de Pythagore, c'est-à-dire que si vous avez deux horloges, enfin trois en fait, mais deux qui sont identiques mais qui vont dans des sens contraires, et donc une horloge qui voit l'événement A mais qui ne voit pas l'événement B, ok. Elle se dit l'événement B a lieu quelque part et moi je ne le vis pas. Voilà, il est donc à la fois dans le temps et en distance, il n'y a pas de définition précise au départ pour l'horloge qui voit l'événement A. Donc je vais l'appeler l'horloge de Bob. Puis vous avez Léa, elle voit l'événement A et elle voit l'événement B. Léa est une horloge parfaite, ok. Et vous avez Léa 2, non je vais prendre un autre truc, vous avez, qu'est-ce que je pourrais prendre, Lae, non Mila, voilà Mila. Mila elle voit l'événement B et elle voit un événement C que l'horloge Bob voit. Et par ailleurs, on va dire que Léa et Mila mesurent la même durée sur leur horloge. C'est-à-dire que Léa, elle dit, je vois l'événement A, puis je vois l'événement B. Il se passe 10 unités de temps. Et Mila dit, je vois l'événement B et je vois l'événement C, et il se passe aussi 10 unités de temps. Et puis, question, qu'est-ce que Bob vit? Personnellement, Bob, il voit entre l'événement A et l'événement C. Après, on va réinterpréter ça en disant que c'est un aller-retour au fond du jardin, hein, par le chat. Alors le chat, il va à la cabane et puis il passe le relais au chien qui revient à la maison. Voilà. Et l'événement B, c'est la rencontre entre le chat et le chien. Ensuite, on considère que Bob est resté à la maison et qu'il vit le départ de Léa et le retour de Mila. Okay. Comme si Léa avait fait demi-tour. Et là, vous avez une relation qui dit que le temps vécu, enfin le temps qui s'est écoulé sur l'horloge de Bob, va vous donner la distance, en fait, à laquelle, correctement parlant, Bob, qui ne voit pas l'événement B survenir, peut considérer à quelle distance il s'est passé. Voilà. Et c'est tout simplement que le temps propre au carré de Léa plus cette distance au carré est égale au temps propre vécu par... à la moitié du temps propre vécu par Bob quand il voit Mila revenir. Okay. Et ça, tout ça, c'est déduit. C'est-à-dire que vous pouvez pas, c'est pas en rajoutant des postulats, des axiomes, c'est des déductions. C'est incontournable. Et donc, grâce à ça, vous avez la vitesse de la causalité juste en chronométrant votre chat et votre chien. Vous n'avez pas besoin de chronométrer la vitesse de la lumière. Il se trouve, c'est un autre mystère, ça qu'on pense, mais on n'en est pas sûr, hein, ça c'est pas établi physiquement, que la vitesse de la lumière est égale à la vitesse de la causalité et non pas presque égale. Mais on n'a pas la preuve de ça, on ne peut pas le prouver. Voilà, donc une fois que vous avez mis en place la relativité, vous avez donc un ensemble d'événements et non plus un ensemble de points dans l'espace. Il n'y a pas de sens à dire qu'un truc qui bouge ou qui bouge pas, voilà, ça dépend du repère, mais avec des changements de repère, des formules, mais tout ça, ça cache l'essentiel. C'est que vous avez une structure d'espace projectif ou d'espace affine, selon le choix que vous allez faire. Projectif, c'est que la droite à l'infini, on la prend en considération, voilà, la droite, ou l'hyperplan à l'infini, on le prend en considération, on raisonne comme s'il n'était pas à l'infini, ainsi de suite. Bref, vous allez faire des raisonnements, des déductions, et vous allez parler de droite.
et c'est là où il va y avoir des différences qui vont être complètement délirantes, c'est que dans la plupart des cas, vous allez avoir des nombres complexes. Et la science physique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit on va se restreindre aux circonstances. Vous allez voir, ça évoque la notion de croix, c'est marrant. Où soit le nombre il est réel, soit le nombre il est imaginaire pur. Donc, par exemple, le nombre 1 plus i, on ne va pas le prendre en considération, on va faire comme s'il n'existait pas physiquement. Donc on se retrouve avec une sorte de structure euclidienne, qui est un truc qui ressemble, mais le produit scalaire usuel, mais avec des nombres complexes, et après on s'occupe que des événements en considérant que les seuls qui sont réels, c'est ceux qui sont des nombres réels ou des imaginaires purs. Et on fait un changement, on dit que la vitesse de la lumière c'est i et non pas 1, voilà, la vitesse de la causalité, etc. etc., etc. Là vous l'avez, votre distance, hein, votre temps, ce qu'on appelle le temps propre mesuré entre deux événements, et parfois c'est un imaginaire pur. Et quand c'est un imaginaire pur, c'est en fait que les deux événements sont considérés comme trop éloignés pour être liés par un lien de causalité, et donc le temps propre mesuré, c'est un nombre réel multiplié par i qui en fait est tout simplement une distance. Voilà. Et dans ce cas-là, ce que font les physiciens, vous allez voir, hein, c'est une usine à gaz. Ils disent, ouais, ces deux événements-là n'étant pas reliés par un lien de causalité, le nombre obtenu, qui est un absolu physique, aujourd'hui c'est un absolu physique, hein. Le nombre entre les deux, c'est un nombre complexe. Bon, c'est pas marrant, mais c'est un nombre complexe. Mais on va dire qu'en fait, on va enlever le i, et on va dire que le nombre réel qu'on obtient, c'est-à-dire le nombre réel par lequel i est multiplié pour obtenir le temps propre, on va dire que c'est la distance absolue, la distance propre entre les deux événements. Parce que, en relativité restreinte, les gens vont raconter les choses en disant d'une manière élégante, hein, parce qu'ils sont malins, les physiciens, ils vont dire c'est la distance mesurée par un repère qui voit les deux événements avoir lieu en même temps. Mais pour ça, il faut introduire l'idée que c'est pas une mauvaise idée de mettre du temps dans un repère. On peut toujours, c'est arbitraire, hein, donc ça c'est pas un problème. Et donc on privilégie ce qu'on appelle les repères, voilà, ni accélérés ni rien, les repères galiléens et inertiels. Et on dit, bah, parmi tous ces repères, hein, puisqu'il n'y en a aucun qui est privilégié, là c'est l'invariance des lois de la physique. Voilà, là c'est la relativité, si vous voulez, restreinte en tout cas. Il dit, ah oui, mais il y a un repère, il y a une seule façon d'avoir une distance propre entre deux événements, c'est de les regarder, quand ils sont trop loin l'un de l'autre pour être liés par une ligne de causalité, c'est de les regarder dans un repère qui pense qu'ils ont lieu en même temps, au même instant. Voilà, et quand ces deux événements sont temporellement accessibles, c'est-à-dire que vous pouvez aller de l'un à l'autre à une vitesse inférieure à celle de la causalité, on dira que ce nombre-là, on n'enlève pas la lettre i, et on dira que ce nombre-là, c'est le temps propre qui s'écoule pour une horloge parfaite qui voit les deux événements survenir dans sa vie. C'est-à-dire, ponctuellement, elle se déplace de sorte que quand A survient, elle est là où il y a A, et quand B survient, elle est là où il y a B. Hein. Et en fait, toute la vie de cette horloge, ça va donner une droite dans l'espace-temps. Okay, et une droite, on a l'habitude, c'est de la géométrie. Mais alors vous allez me dire, ouais, mais deux événements qui sont trop loin, ça donne une droite bizarre. Bah oui, c'est une droite complexe, voilà. Et puis on joue, des fois on met i, des fois on met pas i, des fois on parle d'espace propre, des fois on parle de temps propre, selon qu'on va plus vite ou moins vite que la vitesse de la causalité. Et ça donne une espèce de zoo un peu bizarre. Et ça donne, voilà, ça fait vivre des illusions. Sauf que quand vous avez fait ça, à un moment donné, il faut être honnête, vous avez mis des nombres complexes et vous ne pouvez pas les retirer. Il est complètement stupide de ne pas regarder 1 plus i. Donc l'instant 1 plus i, qu'est-ce que ça raconte? Alors je vous le dis tout de suite, en relativité restreinte, l'instant 3i, c'est l'espace 3. Bon, voilà. C'est hélas mal fait dans les bouquins, mais on va dire que ça se passe comme ça, voilà. Et ces droites, en plus, il y a ce qu'on appelle des droites isotropes. C'est-à-dire qu'entre deux événements, il peut arriver que ce soit ni, ils soient pas trop éloignés pour être vus dans un repère qui les voit avoir lieu en même temps, et pas trop temporellement alignés pour être accessibles. C'est tout simplement ceux qui sont reliés par la vitesse de la causalité. Enfin, ceux-là, le temps propre, c'est 0. Donc vous voyez, on a des points différents dans l'espace-temps et dont la fonction qui vous renvoie à la distance absolue, la distance qui a un sens physique entre ces deux points, la réponse c'est 0. Alors qu'on ne connaissait pas ça en géométrie usuelle, c'est-à-dire que quand deux points sont différents, la distance est toujours strictement un nombre positif. En plus c'est un nombre réel, mais en tout cas il est non nul. Voilà, la distance nulle entre deux points atteste qu'ils sont égaux. Bon là on ne l'a plus en relativité restreinte, donc on est dans le caca, on a de l'isotropie. Alors vous allez me dire, ouais mais peut-être qu'en s'y prenant autrement, eh ben non. En fait, vous avez, à partir du moment où vous avez des nombres complexes, tout devient très simple. Prenons un plan, donc un plan, et on va prendre 2 points, donc ça va nous donner dimension 4. Okay. L'égalité entre 2 points, c'est l'égalité des abscisses et l'égalité des ordonnées. La distance, c'est le degré de liberté
comment expliquer, bon, pour vulgariser, c'est pas évident. Vous avez deux contraintes pour l'égalité, vous n'en avez qu'une seule pour distance entre les deux égale 0, quelle que soit la fonction de distance saugrenue que vous allez inventer. À partir du moment où vous traitez avec des nombres complexes, il y a toujours deux points différents, sauf si vous écrasez tout, et dans ce cas-là, il n'y a pas continuité, il n'y a pas dérivabilité. Il y a toujours deux points différents qui vont être à distance nulle l'un de l'autre, quelle que soit la fonction de distance raisonnable que vous allez prendre pour faire des maths. Donc je sais pas si vous voyez, topo quoi, enfin c'est un peu du délire. Et par ailleurs tout ça, c'était déjà présent dans la physique, même si on avait gardé Newton. C'est juste qu'on n'avait pas pensé à interpréter des nombres complexes, à étendre aux nombres complexes les formules qu'on écrivait. Chose qu'on a été obligé de faire avec la physique, on n'a pas eu le choix, ça s'est fait dans la douleur. Et chose que l'on fait avec le sentiment de choisir en relativité restreinte, en se disant mais quand on n'a pas envie, on peut parler d'espace propre et de temps propre et de séparer. Un peu comme en géométrie affine, pour le théorème de Desargues ou le théorème de Pappus, vous allez traiter 3 cas selon que les droites sont concurrentes ou pas, alors que c'est le même théorème exprimé et qui se dit d'une seule manière en géométrie projective, et qui en plus se prouve, on prouve les... Voilà, c'est artificiel de séparer des cas. De même que c'est artificiel de séparer espace propre et temps propre, puisque on passe de l'un à l'autre en multipliant par i. Et quand on met au carré, on passe de l'un à l'autre en multipliant par -1. Ok. Voilà, voilà, et donc vous voyez que vous avez des droites isotropes, c'est quand même chaud, hein, c'est chaud bouillant. Si vous avez, en général, prenons 3 événements A, B, C, si vous... ils sont gentils, ils nous ont pas embêtés, ils sont temporellement alignés, pas alignés, mais temporellement, on peut s'arranger pour trouver un repère, où A et B ont lieu au même endroit. Ok, donc à une distance non propre, hein, à une distance calculée dans le repère au même endroit, et donc il n'y a que le temps propre qui les sépare. Mais du coup, vous pouvez, dans ce repère, c'est a lieu à un autre moment ailleurs, mais vous pouvez considérer que ce repère, il peut être muni d'une droite spatiale et d'une droite temporelle. Il est de dimension 2. Donc ça montre que dans la plupart des cas, 3 événements engendrent, ce qui est le cas en géométrie, hein, quand vous avez 3 points, il existe un plan et un unique plan qui passe par ces 3 points. Donc là, ça n'échappe pas à la règle. Donc déjà, c'est très marrant pour les gens, parce qu'ils se disent, waouh, en fait, j'ai 3 événements, quand j'y pense, je ne les pense pas alignés, mais en fait, ils sont alignés sur une droite d'espace, à condition de bien choisir leur repère. Et ainsi de suite. Sauf que parfois, vous avez 3 événements pour lesquels le repère que vous allez choisir, c'est un repère, c'est la vie des tachyons, vous voyez. C'est-à-dire, prenez un triangle équilatéral d'événements dans un repère à bidon, qui sont vécus comme survenant très exactement tous les 3 au même instant. Vous n'allez pas trouver un plan qui les aligne spatialement. Enfin, vous n'allez pas trouver un repère de dimension 2 de relativité restreinte avec un axe d'espace et un axe de temps qui les aligne tous les 3 sur une droite d'espace, au besoin en variant les dates auxquelles ils arrivent. Enfin, vous allez le trouver, mais avec des nombres complexes, et ce sera la vie des tachyons, ok, etc., etc. C'est-à-dire que on a une espèce de déni, de manque d'habitude, de lenteur. Alors, les physiciens le font, hein, mais ils le font à reculons, tous ces trucs. Et c'est pareil pour le Big Bang. Vous voyez, ils trouvent des impossibilités qui sont du type trouver un nombre qui met au carré et un résultat négatif. Et après, ils vendent ça au peuple en disant ouais, c'est un truc impossible, il n'y a aucun nombre. Le problème, c'est qu'il y a plein de nombres qui au carré donnent un nombre négatif, mais c'est des nombres complexes, et on les a appelés des nombres imaginaires. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas si étonnant, hein, si les scientifiques se retrouvent avec, soit ils renoncent au modèle standard, à leur modèle parce que ça ne correspond pas aux données, et donc au nombre de Popper il faut y renoncer, soit ils ont d'autres possibilités, ils utilisent le nulles, enfin je ne sais jamais prononcer, le théorème des zéros de Hilbert, ils sont conscients au fond d'eux qu'ils vont pouvoir attribuer ajuster des paramètres, mais ils vont obtenir des nombres complexes. C'est une dinguerie, voilà. Alors après, c'est un choix méthodologique. Ça, soit vous dites, ouais, ok, je vais utiliser des nombres complexes, mais au fond, comment je vais interpréter le résultat? Par exemple, j'ai trouvé des distances de i, des vitesses de la causalité égales à 3 plus 5i, des trucs et des machins, ça va être une jungle mathématique. Ils le font, puis après, il faut revenir à essayer de comprendre. Sachant que Sachant que la causalité, il faut vraiment comprendre dans un sens absolu, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas, et on peut le prouver, donc quelque chose qui n'est pas connu par causalité, parce que vous n'avez pas reçu le signal, parce que le truc il est en réalité, et ça c'est aussi un truc qu'on n'a toujours pas développé en physique, en réalité il n'existe pas, il n'est pas déterminé. Il y a une superposition, pas quantique, une superposition philosophique, et on peut le prouver. Je ferai une vidéo là-dessus.
Pourtant, on fait comme si ça, voilà, on fait comme si les superpositions, elles existaient qu'en théorie quantique, et quand on fait de la relativité, l'événement est bien d'une couleur déterminée, il s'est bien passé quelque chose qu'on ne connaît pas encore, parce que la lumière n'a pas eu le temps d'arriver, mais il s'est bien passé quelque chose. Or, par définition même, si vous voulez, si on veut sérieusement traiter de la causalité et pas la voir uniquement comme quelque chose qui a bien eu lieu mais que nous ignorons parce que la lumière n'a pas eu le temps d'arriver, vous voyez, pour un truc qui s'est passé, par exemple, qu'on saura dans 10 minutes, mais ça s'est passé sur Mars il y a longtemps et donc c'est déjà arrivé, donc c'est déjà déterminé. Et ça a un sens de dire que même si on ne le sait pas, il y a un truc bien précis qui vient de se passer sur Mars, ça rentre en contradiction avec la physique en général si on mélange relativité restreinte et théorie quantique, mais c'est déjà inscrit dans la relativité restreinte, mais pas officialisé. C'est déjà inscrit dans la philosophie. La causalité, c'est transmettre une information, mais pour cette information, elle existe. Donc, vous dites, je l'envoie à la vitesse de la causalité. Et donc, vous avez tendance à parler de la manière suivante. Vous dites, voilà, j'ai un élément A de réalité, je l'envoie à 1 heure-lumière, donc dans 1 heure, mon pote, il saura... il sera informé. Mais par contre, mon pote pourrait deviner A s'il a de la chance. Il ne peut pas le savoir, la causalité n'a pas eu le temps d'arriver, mais il pourrait deviner. Et en fait, on peut démontrer que c'est faux. On peut démontrer que quels que soient les devineurs, là je ne parle pas de gens qui reçoivent des signaux, je parle de gens qui les devinent. Donc, quand vous devinez, il n'y a pas de souci, vous voyez, vous avez juste de la chance. Et on peut démontrer qu'il n'y a pas de gagnant en loto, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de les deviner. Dès lors qu'il n'est pas possible de les deviner, ils n'existent pas, enfin ils sont superposés, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas deviner, imaginez quelqu'un vous dit voilà j'ai mis le même nombre dans 3 tiroirs, promis je suis honnête, je triche pas, il y a le même nombre dans ces 3 tiroirs, je te propose de le deviner et je suis sûr de gagner, je suis sûr de prouver que tu vas pas réussir à le deviner, donc le mec il vous dit ok j'essaye de deviner 8, et là la règle c'est vous ouvrez un des tiroirs mais pas les 2 autres, et vous sortez une carte avec 6, vite t'as perdu, t'as pas deviné, et en fait quand on peut démontrer que le mec va toujours gagner, le casseur du devineur va toujours gagner, c'est d'ailleurs on peut le démontrer, vous allez d'ailleurs trouver ça parfaitement évident, c'est correct que le mec il triche, il n'a pas mis le même nom. Par exemple il a mis 1, 2, 3. Dans le tiroir 1 il a mis 1, dans le tiroir 2 il a mis 2, et dans le tiroir 3 il a mis 3. Ce qui fait que le devineur il dit par exemple il va dire 2. Et ben l'autre il va juste ouvrir le tiroir 1 en disant j'ouvre le tiroir 1 et je te sors 1, tu vois t'as pas deviné. Et l'effet est que bon là, vous allez me dire c'est trivial, c'est un exemple assez simple, mais c'est que il ne faut pas croire la promesse, il y a le même nombre dans les 3 tiroirs. D'accord? Et c'est comme ça que vous avez le multimonde, la multiréalité quantique. C'est comme ça, c'est avec des preuves comme ça qu'on l'a, mais à nouveau on l'a en relativité restreinte aussi. C'est-à-dire que quand vous dites je ne peux pas envoyer un signal plus vite que la causalité, en fait, la démonstration mathématique que vous utilisez, elle passe aussi à l'interdiction de deviner. Elle vous démontre que vous ne pouvez pas deviner un truc qui se trouve dans l'ailleurs. Et donc qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas déterminé. C'est-à-dire que c'est pas le même dans toutes les réalités qui vous sont accessibles. Hein. Et pour le coup, ça montre l'existence de plusieurs réalités, y compris en relativité restreinte. Et du coup, quand vous observez... donc après... en fait, vous devez passer au paradigme quantique pour le macroscopique dans l'observation de l'univers. Ce paradigme n'est pas un paradigme réservé au microscopique. La superposition paradigmatique, elle s'exerce quand vous observez le Big Bang, les galaxies lointaines, etc. Voilà. Voilà, et puis je vais arrêter là parce que de toute façon mon appliquette me limite, mais faut vraiment comprendre qu'à un moment donné c'est très élémentaire et très en amont ce qui va se passer, qu'il n'y a pas besoin d'écrire toutes les équations, il y a juste besoin de renoncer à certaines compulsions religieuses dans la façon d'aborder la science, même quand on est un physicien qui se croit agnostique ou athée. On a des réflexes religieux involontaires qui pourrissent complètement à la fois la vulgarisation mais aussi la méthodologie scientifique.